Chapitre 13. L'incendie. Partie 2. On le fait, dit-elle. Puis elle porta la main à son sifflet et l'approcha de ses lèvres. Au milieu de la clairière, Eleanor Wimbley avait les yeux rivés sur la scène et sur les enfants qui s'y trouvaient. Ils arrivaient à la conclusion du spectacle. Pendant près d'une heure, les enfants s'étaient relayés pour mettre en scène une histoire qu'ils avaient écrite eux-mêmes au cours des dernières semaines, aidés par Regina. Celle d'un petit groupe d'enfants à la recherche d'un fabuleux trésor. Assise dans un coin de la scène, avec la plus grande application, une petite fille lisait son texte d'une voix fluette. Au prix d'un long chemin semé d'embûches, nos aventuriers ont enfin trouvé la grotte au trésor. Mais là-dedans, il n'y a aucune pièce d'or, aucune pierre précieuse, seulement un vieux bout de parchemin miteux. Sur la scène, 2 petits garçons et 2 petites filles regardaient autour d'eux en mimant le désarroi, sans pouvoir masquer leur excitation et leur amusement. Autour d'eux, le décor bancal était constitué de carton et d'aluminium scintillant. L'une des 2 petites filles pointa du doigt le morceau de parchemin posé sur une petite table au centre de la scène. Elle s'en approcha, un sourire malicieux sur les lèvres. « Quel est ce trésor à la noix ?» Elle tendit la main vers la petite table et déplia le parchemin. « Ce que tu possèdes déjà est plus précieux que ce que tu recherches depuis si longtemps, » lut la petite fille d'une voix claire. Eleanor chercha du regard les parents de la petite fille dans le public et les aperçut au premier rang, les yeux brillants. Lorsqu'Eleanor leur avait rendu visite pour la première fois, leur fille avait quasiment perdu l'usage de la parole, terrorisée par les phénomènes magiques qui se produisaient autour d'elle chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. Après plusieurs années éprouvantes passées au pensionnat, elle parvenait enfin à se maîtriser et s'en donnait à cœur joie. « Ça veut dire qu'il n'y a pas de trésor ?» demanda le petit garçon qui se trouvait à côté d'elle. « Mais si, gros bêta, dit-elle, regarde-nous. » L'autre petite fille présente sur scène prit le relais. « Nous sommes 4, et ensemble, nous avons marché sur des jolies routes. »« Nous avons découvert des endroits inconnus, » poursuivit l'autre garçon. « Nous avons chanté ensemble au coin du feu. Nous sommes devenus de grands amis, et avons vécu des aventures extraordinaires. Alors, c'était peut-être ça le trésor que nous recherchions ?» Les 4 enfants se regardèrent avec un sourire béat, et le public applaudit à tout rompre. « Vous pensez qu'un jour nous ferons l'objet d'un spectacle ?» Le garçon qui prononçait la réplique finale ne put s'empêcher de rire en la prononçant. « Oui, j'en suis certain, et j'espère bien qu'il sera joué au pensionnat Wimbley. » Le public applaudit à nouveau, aux anges. Tous les autres enfants, qui avaient été habilement intégrés au spectacle par des numéros d'acrobatie ou de devinette, montèrent sur scène pour saluer le public, et les acclamations redoublèrent d'intensité. Eleanor prit un instant pour observer toutes les mines réjouies qui se pressaient autour d'elle, et accueillit avec bonheur les sourires émus que lui adressaient Ted, Adam et Alastor. Non loin d'elle, son frère Eric regardait la scène à travers son appareil photo, parfaitement calme. Il n'avait fait aucune crise de colère depuis des années. Eleanor se tourna vers la scène, et face à la fierté indicible qui se lisait sur le visage des enfants, elle poussa un long soupir de contentement. Tous les jours, tous les ans, éprouver cela. « On le fait, » dit Narcissa en approchant le sifflet de ses lèvres. Plus vif que l'éclair, Daisy lui retint le poignet. « Si, non !» Narcissa essaya de se dégager, mais Daisy raffermit sa prise. « Ne fais pas ça !» Narcissa la repoussa violemment, mais Daisy s'agrippait à elle de toutes ses forces. « Lâche-moi !» Elle donna un coup de pied dans le genou de Daisy, qui faiblit légèrement. Puis elle lui donna une gifle monumentale et parvint à se dégager. Elle recula rapidement, mais dans la précipitation trébucha sur une pierre et, soudain déséquilibrée, elle tomba en arrière. Sa tête heurta une racine de l'arbre couleur de rouille, une douleur soudaine lui barra le front, et sa vue se brouilla. Elle sentit Daisy se jeter sur elle et s'arc-bouter sur sa main pour lui arracher le sifflet. Comme Narcissa refusait de lâcher prise, Daisy saisit sa baguette et la pointa sur la main de Narcissa. Il y eut une étincelle, et Narcissa ressentit une vive brûlure dans les doigts. Ceux-ci s'ouvrirent malgré elle, et elle sentit le sifflet lui échapper. « Un problème, mesdames ?» Affolée,
Daisy jeta discrètement le sifflet de Narcissa et le sien au loin, à plusieurs mètres d'elle, et se retourna. Narcissa, elle aussi, un peu sonnée, se redressa en se tenant le front et en serrant contre elle sa main endolorie. Eleanor Wimbley se tenait devant elle, l'air sincèrement préoccupé. Avec ses nattes noires tressées d'argent, ses boucles d'oreilles brillantes et sa superbe tenue, elle était encore plus envoûtante que le jour où Narcissa l'avait rencontrée. « Oh, Narcissa, vous voilà. Et vous devez être Daisy, n'est-ce pas ?» Comme Daisy et Narcissa gardaient le silence, Eleanor s'approcha d'elle et aida Daisy à se relever. Celle-ci avait la joue rougie par la gifle qu'elle avait reçue, et sa lèvre inférieure tremblait. Elle grimaça en s'appuyant sur la jambe que Narcissa avait frappée. Lorsque Daisy fut debout, Eleanor s'agenouilla auprès de Narcissa. « Narcissa, vous vous sentez bien ?» demanda Eleanor. « Que s'est-il passé? Vous avez peut-être fait un malaise ?» À nouveau, Daisy et Narcissa restèrent muettes. « Vous pouvez vous lever ?» demanda Eleanor à Narcissa. Narcissa leva sur elle des yeux hagards, et cette fois-ci, elle hocha faiblement la tête. « Aidez-moi donc, » ordonna Eleanor à Daisy. Un peu décontenancée, Daisy se baissa à son tour. Eleanor passa un bras derrière le dos de Narcissa. « Allez-y, » dit-elle d'une voix rassurante. « Appuyez-vous sur moi. Poussez sur vos jambes. » Encore tremblante d'émotion, Narcissa se laissa faire et se releva un peu chancelante. « Et voilà !» dit finalement Eleanor Wimbley lorsque Narcissa fut de retour à la verticale. Daisy la regardait comme si elle était une bombe sur le point d'exploser et continuait de lui tenir fermement le bras. Narcissa sentit le parfum poivré d'Eleanor Wimbley lui emplir les narines. Sans savoir pourquoi, elle pensa à sa mère et des larmes lui montèrent aux yeux. « Allons vers le pensionnat, » dit Eleanor en passant un bras autour de ses épaules. « Je vais vous donner une boisson chaude et une couverture. » D'accord, balbutia Narcissa. Elle vit Daisy jeter un coup d'œil derrière son épaule et devenir encore plus pâle qu'elle ne l'était déjà. « Oh non !» gémit-elle. Eleanor et Narcissa se retournèrent également. « Qu'y a-t-il » demanda Eleanor. À quelques mètres d'elle, un gros oiseau aux pattes minuscules, coiffé d'une unique plume verte qui formait une houppette, se tenait juste à côté des 2 sifflets jetés au loin et les regardait avec curiosité. « Qu'y a-t-il, Narcissa ?» répéta Eleanor Wimbley. L'oiseau picora dans le sol et prit le sifflet violet dans son bec. Un petit enfant apparut à sa suite en trottinant et ramassa par terre le sifflet vert. Daisy fit un geste dans leur direction. Narcissa, elle, était complètement tétanisée. « Qu'est-ce que… » L'oiseau et l'enfant sifflèrent au même instant. Et tous deux lâchèrent aussitôt leur sifflet, tant le bruit qu'ils venaient de produire était assourdissant. Toujours cachée derrière l'arbre de couleur rouille, Narcissa ne voyait pas le reste des invités, mais au silence pesant qui venait de s'abattre sur la clairière, elle devina que les 2 sifflements atroces avaient interrompu les festivités et que tous les regards étaient tournés vers l'oiseau effrayé et vers l'enfant qui venait de se mettre à pleurer. Malgré le fait que tous les 2 aient lâché les sifflets, les 2 sifflements stridents ne s'arrêtaient pas. Et ainsi, ils se répercutèrent contre les arbres de la clairière, montèrent dans le ciel et résonnèrent sous la voûte nuageuse, faisant frissonner l'air sur des centaines de kilomètres, jusque sur la côte irlandaise, vers les oreilles aiguisées de Balor et de Ramia. Vera Goyle se trouvait justement sur cette côte irlandaise hostile, à la recherche des 2 dragons. Dans la nuit noire, au sommet des falaises prises d'assaut par le vent, elle longeait la côte sur sa moto volante, dont les phares peinaient à percer les rideaux de pluie qui tombaient autour d'elle. « Ramia ! Balor !» hurlait-elle à plein poumon depuis plus d'une demi-heure. Mais pour l'instant, seul le mugissement du vent et le crépitement de la pluie lui avaient répondu. Vera n'avait qu'une seule idée en tête, retrouver les 2 dragons et les empêcher par tous les moyens possibles de se rendre au pensionnat Wimbley. Elle était arrivée au manoir des Malfoy 1 heure après le départ de Daisy et Narcissa. Là, alors qu'elle n'avait pas encore franchi le seuil de la porte d'entrée, une des chuchouries qu'elle avait laissées dans le manoir était venue à sa rencontre et lui avait répété à l'oreille l'odieuse machination d'Abraxas Malfoy. Affolée, Vera était partie sans demander son reste, sans que personne ne s'aperçoive de son passage,
et s'était immédiatement envolée vers la côte irlandaise, où elle espérait trouver les dragons avant qu'il ne soit trop tard. Si seulement elle avait décidé d'arriver en même temps que Daisy, pesta-t-elle contre elle-même. Elle au moins aurait pu s'opposer à Piscus Crabbe, Abraxas Malfoy et Rodolphus Lestrange. Une grosse masse écaillée passa devant elle et interrompit le cours de ses pensées. Elle se déporta sur le côté, stabilisa sa moto dans le vent, et malgré l'obscurité, elle parvint à distinguer une silhouette de dragon qui volait à côté d'elle. La silhouette en question produisit un rugissement retentissant et affectueux, et presque aussitôt, Vera sentit la présence d'un deuxième dragon s'approcher d'elle par en dessous. Elle vola ainsi pendant quelques secondes pour être bien certaine qu'il s'agissait de Balor et de Ramia, puis se rabattit près des falaises afin de trouver une grotte où les enfermer. Près de la roche, elle peinait à différencier les grottes des simples anfractuosités. Des vagues puissantes léchaient la falaise et les embruns montaient parfois jusqu'à elle, l'aveuglant pendant quelques secondes. Elle se parlait à elle-même pour garder de l'assurance. « Nom de nom! Vite! Il faut que je trouve! Non, celle-là est trop étroite. Celle-ci trop proche de la surface. Mes petits risqueraient de se noyer avec la marée. »« Tu pourrais les tuer, ce serait plus rapide, » lui souffla une petite voix dans sa tête. Vera chassa cette idée immédiatement. Tuer un de ces dragons, qu'elle avait nourri et élevé, lui était aussi inconcevable que de tuer un de ses enfants ou bien sa filleule Narcissa, ce qui revenait au même. Vera trouva enfin la grotte idéale et fit des grands gestes au dragon pour les y faire entrer. Docilement, tout en l'interrogeant du regard, les deux rocheux Irlandais entrèrent dans la grotte en s'agrippant à la falaise luisante avec leurs griffes. « Voilà qui est fait, » pensa Vera. Il n'y avait plus qu'à les enfermer à l'intérieur. Elle recula légèrement et pointa sa baguette vers le bas de la falaise. Elle se concentra intensément, ce qui était particulièrement difficile en raison de la pluie qui dégouttait de son capuchon, du filet de sueur froide qui coulait dans son dos et de ses mèches de cheveux cuivrés collées sur son front, juste au-dessus de ses yeux. « Wingardium Leviosa !» dit-elle en essayant d'empêcher ses dents de s'entrechoquer. Un bloc de pierre de la taille d'un magicobus s'éleva lentement hors de la mer, ruisselant d'eau sombre et salée, produisant de violents remous autour de lui. Vera le fixait, les yeux brûlants de concentration, tout en essayant d'empêcher ses pensées de dériver vers la première fois où elle avait prononcé ces mots, en cours de sortilège, à côté de sa tendre amie d'enfance, Druella Rosier. Comme chaque fois que lui venait à l'esprit le souvenir de ce visage souriant qui avait bercé toute sa jeunesse et qui l'avait accompagnée absolument partout jusqu'à leur mariage respectif, sa concentration flancha comme une branche d'arbre trop fine. Le sortilège se rompit et le bloc de pierre retomba dans l'eau en soulevant une colonne d'eau d'une taille impressionnante. En opposant toutes ses forces à la panique qui l'envahissait, Vera parvint à rassembler à nouveau ses esprits et tendit son bras vers l'eau menaçante avec encore davantage de détermination. « Wingardium Leviosa !» dit-elle un peu plus fort que la première fois. Le bloc de pierre roula sur lui-même, comme s'il refusait de renouveler l'effort de s'élever dans les airs, puis il finit par léviter à nouveau. Vera leva lentement le bras, avec l'impression de devoir soutenir tout le poids du bloc de pierre. Son épaule était douloureusement contracturée, mais Vera ne le réalisait qu'à moitié. Le bloc de pierre se positionna devant l'entrée de la grotte et se déplaça vers l'intérieur pour trouver un appui stable. À l'intérieur de la grotte obscure, Vera ne voyait plus que les yeux lumineux des deux dragons qui l'observaient avec curiosité, sans méfiance. Les dragons étaient sur le point de disparaître derrière le bloc de pierre quand Vera perçut un bruit aigu dans le lointain, parfaitement reconnaissable. L'air vibra, d'abord imperceptiblement, puis très nettement, et en reconnaissant le son des deux sifflets que Vera avait confiés à Daisy et à Narcissa, elle sentit son estomac se contracter avec violence. Catastrophée, elle entendit des raclements de roches qui lui signalaient que ces deux dragons remuaient pour tendre l'oreille à l'intérieur de la grotte. Elle vit leurs yeux verts et violets s'écarquiller, puis elle sentit la force des dragons s'opposer au mouvement qu'elle souhaitait imposer au bloc de pierre. Un véritable bras de fer commença, où Vera essayait de caler le bloc de pierre pour empêcher les dragons de sortir, et où les dragons s'y opposaient de toute leur force. Vera tint bon,
jusqu'à ce qu'une vague plus grosse que les autres s'éclate sur la falaise et l'asperge d'eau gelée. Elle relâcha son attention une fraction de seconde, et les deux dragons en profitèrent pour faire basculer le bloc de pierre qui tomba au bas de la falaise et se brisa en plusieurs morceaux. Avec agilité, les dragons s'extirpèrent de la grotte et la regardèrent avec un air d'incompréhension totale. « Non, restez ici !» supplia Vera en désignant la grotte. « Restez ici, s'il vous plaît !» Mais les deux énormes créatures avaient été admirablement dressées pour répondre à l'appel de leur maîtresse, quoi qu'il arrive. À regret, ils se détournèrent donc de Vera. Ils déployèrent leurs immenses ailes et d'une impulsion puissante sur leurs pattes arrière, ils se décollèrent de la falaise et remontèrent vers le sommet. « Oh non !» gémit Vera. « Non, non !» Puis, pantelante, lessivée, frigorifiée et impuissante, elle dut se contenter de les regarder s'envoler à tire-d'aile vers l'horizon, droit vers le pensionnat Wimbley. Au pensionnat Wimbley, depuis les 2 coups de sifflet, personne n'avait bougé d'1 millimètre. Seule Eleanor Wimbley, cachée derrière l'arbre de couleur rouille, se tournait alternativement vers Narcissa et Daisy, l'air de plus en plus inquiet. « Que se passe-t-il ? Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-elle pour la 5e fois, toujours sans obtenir de réponse. Daisy scrutait le ciel avec inquiétude, tandis que Narcissa avait fermé les yeux, atterrée. « Répondez !» ordonna Eleanor Wimbley d'une voix sourde, en secouant le bras de Narcissa. « Répondez enfin !» Et, alors que les 2 sifflements stridents venaient de s'évanouir dans la nuit, un autre bruit devint perceptible. Un grondement énorme, qui, contrairement au sifflement, ne s'atténuait pas, mais s'amplifiait de façon menaçante, jusqu'à devenir assourdissant et à forcer certains invités à plaquer leurs mains sur leurs oreilles. Avant que quiconque n'ait pu prendre la moindre décision, quelque chose percuta le dôme bleu du sortilège de protection avec une force inouïe, produisant un crépitement inquiétant. Tout le monde leva les yeux avec des exclamations horrifiées. « Des dragons !» cria la voix aiguë de quelqu'un qui avait pu distinguer quelques écailles sur les masses obscures qui venaient de se heurter au dôme du sortilège de protection. Le sortilège avait tenu bon, mais les dragons avaient laissé 2 énormes éraflures au sommet du dôme qui se résorbaient d'elles-mêmes avec une rapidité impressionnante. Eric Wimbley, le frère d'Eleanor, poussa un cri de terreur et s'enfuit en direction du pensionnat, plaquant ses mains sur ses oreilles. « Que tout le monde garde son calme !» dit la voix puissante de Dumbledore. « Respectons le protocole. Les enfants et les moldus aux portes loin, et vite !» Enfin, Narcissa sortit de sa torpeur et saisit le bras d'Eleanor Wimbley avec force. « Les enfants !» dit-elle, le souffle court. « Il faut mettre les enfants à l'abri !» Eleanor Wimbley se tourna vers elle, effarée, comme si elle avait du mal à réaliser que Narcissa l'avait trahie et que l'acte de réconciliation qu'elle pensait faire en l'invitant allait mener à la destruction de son pensionnat. « Je n'aurais jamais dû vous faire confiance, n'est-ce pas ?» Son regard était si froid que Narcissa ne put le soutenir. Eleanor Wimbley la laissa planter là et s'élança vers le pensionnat à la suite de son frère, sans doute pour le mettre en sécurité. Narcissa resta figée sur place jusqu'à ce que les dragons percutent une nouvelle fois le dôme de protection, avec encore plus de force que la première fois. Cette fois-ci, quelques volutes bleues se détachèrent des 2 impacts, et les 2 dragons, au lieu de s'éloigner, plantèrent leurs griffes dans le dôme et le lacérèrent pour le fragiliser. De temps à autre, ils s'interrompaient dans leur entreprise, et Narcissa pouvait les voir scruter la foule à travers le dôme de protection. Il les cherchait, Daisy et elle. Les personnes présentes dans l'enceinte du pensionnat Wimbley s'étaient, elles aussi, mises en mouvement. Sirius et ses amis rassemblèrent les jeunes enfants en un clin d'œil et entreprirent de les guider vers les portes au loin disposées un peu partout autour du pensionnat. Ted, lui, avait fait descendre Nymphadora de ses épaules et l'avait mise dans les bras d'Androméda. « Mettez-vous à l'abri » dit-il, la voix tendue. Androméda était terrorisée, mais elle ne protesta pas. Ils avaient envisagé cette situation et s'étaient mis d'accord sur le fait que, si le pensionnat venait à être attaqué, Androméda irait mettre Nymphadora à l'abri, tandis que Ted resterait sur place. Dans les bras d'Androméda,
Nymphadora se débattait pour rester avec son père. « Maman, maman, je veux pas partir. Je veux rester là. Je veux battre, je veux battre. » Ted l'embrassa tendrement sur le front. « Un jour peut-être, mon ange, mais pas aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. » Il prononça ces mots comme une promesse, comme si cela pouvait augmenter ses chances de survie. Androméda et Ted s'embrassèrent tendrement, puis se détachèrent à contre-cœur. Androméda tourna résolument les talons pour suivre les moldus qui se ruaient sur les portes au loin, en essayant de ne pas penser au fait qu'elle venait peut-être d'embrasser Ted pour la dernière fois. Agrippés au dôme de protection, les griffes plantées dans l'épaisseur du sortilège qui protestait en grésillant, les dragons commencèrent à cracher du feu sur les failles qu'ils avaient ouvertes dans le dôme, et quelques flamèches parvinrent à pénétrer à l'intérieur. Et puis, ils eurent l'idée fâcheusement intelligente de coopérer. Balor se détacha du dôme et s'envola haut dans les airs, au-dessus du pensionnat Wimbley. Ramia, quant à elle, resta sur place et continua de fragiliser le dôme. Lorsqu'il estima qu'il se trouvait suffisamment haut, Balor fonça en piqué vers le dôme à une vitesse étourdissante. Ramia se dégagea au dernier moment, et Balor percuta le dôme à l'endroit où Ramia l'avait fissuré. Et dans un éclair bleu et aveuglant, le dôme de protection fut pulvérisé, avec un bruit assourdissant qui couvrit les hurlements de terreur de ceux qui se trouvaient en dessous. Balor manqua de s'écraser sur la foule, mais se redressa juste avant et alla se poser tout près du pensionnat, en faisant écrouler par mégarde un pan de mur. Ramia, elle, se posa à une extrémité de la clairière, à l'opposé de Daisy et Narcissa. « Abattez-les » cria quelqu'un dans la foule. Les aurores encerclèrent les dragons, et les sortilèges se mirent à pleuvoir sur les deux créatures. Il était clair que les dragons ne comprenaient absolument pas pourquoi tous ces gens leur voulaient autant de mal, alors qu'ils venaient tout simplement chercher leur maîtresse. Dans un premier temps, ils se contentèrent de pousser des petits couinements de protestation et de courber l'échine. Puis, Ramia reçut un sortilège dans les yeux, et aveuglée, elle cracha une immense gerbe de flammes sur ceux qui l'attaquaient. « Protego » hurlèrent en chœur les aurores qui l'encerclaient. Les aurores furent assez rapides pour se protéger des flammes, eux et les quelques sorciers qui étaient restés se battre à leur côté. En revanche, les flammes qui étaient passées au-dessus d'eux poursuivirent leur course et embrasèrent une partie de la pelouse et la tente qui était la plus proche de Ramia. Les aurores redoublèrent de violence, et Narcissa vit avec horreur des traces de sang noir apparaître sur les corps des dragons, aux endroits où ils étaient frappés par les sortilèges qui pleuvaient sur eux. « Allons-y » dit-elle brusquement. Elle n'avait pas vraiment de stratégie, mais elle refusait de rester les bras croisés pendant que les aurores réduisaient leurs dragons en charpie. « Si » appela Daisy pour la retenir. Mais Narcissa s'avança à grandes enjambées à travers la clairière. Elle ne tremblait plus du tout, et la douleur qui la lançait quelques instants plus tôt en travers de la tête semblait s'être subitement évanouie. Elle chercha furtivement Éléanore des yeux et la vit courir à toutes jambes vers l'arrière du pensionnat à la poursuite de son frère. Elle n'avait parcouru que quelques mètres quand le sol trembla à nouveau. Narcissa vit des traînées obscures zébrer le ciel, puis des silhouettes masquées et encapuchonnées apparurent autour d'elle. Les mange-morts qui savaient voler ou transplaner avaient profité de la disparition du dôme de protection pour pénétrer l'enceinte du pensionnat et prendre les aurores à revers. Narcissa entendit un concert de stupéfix, de confringo, de réducto, de bombarda et d'avada kedavra s'élever autour d'elle, ainsi que d'autres incantations obscures qu'elle ne connaissait pas. Des étincelles rouges, bleues, vertes, jaillissaient de toutes les baguettes, et certaines la frôlaient dangereusement. Alors qu'elle s'emparait de sa baguette pour se protéger, un mange-mort de haute taille la saisit par le bras et la tira vers les bordures de la clairière, derrière les rangs des mange-morts. « Va-t'en » lui cria la voix d'Evan Rosier derrière le masque. « On s'occupe du reste. »« Non » protesta Narcissa. « Les dragons !»« C'est trop dangereux » insista Rosier. « Narcissa, il faut que tu partes !» Comme pour illustrer ses propos, un confringo lancé par un mange-mort ricocha sur le bouclier d'un aurore et se retourna contre les attaquants. Le sortilège atteignit 3 mange-morts d'un coup, les propulsant loin dans les ténèbres, et alla s'échouer vers un des arbres couleur rouille qui bordait la clairière. Celui derrière lequel Narcissa et Daisy s'étaient cachés quelques minutes plus tôt. Le tronc de l'arbre s'embrasa, les branches qui le surplombaient prirent feu à leur tour, et certaines s'écroulèrent sur le sol dans une pluie de braise. « Où est Daisy »
demanda Rosier. Narcissa se tourna vers l'endroit où elle avait laissé son ami, mais n'y vit qu'un enchevêtrement de branches enflammées. Plus loin, Balor se débattait contre les aurores et crachait du feu tout autour de lui, y compris vers les murs du pensionnat Wimbley dont la charpente venait de s'embraser. À quelques mètres de Narcissa, un homme fut stupéfixé et tomba près de la muraille de Tentagriff. Aussitôt, un tentacule griffu s'enroula autour de lui, lacéra sa chair avec un bruit horrible et le traîna jusqu'à l'enchevêtrement de tentacules où il disparut, avalé par la masse mouvante de harpons végétaux. Pendant plusieurs secondes, Narcissa garda ses yeux fixés sur l'endroit où l'homme avait disparu, comme si elle était persuadée qu'il allait réapparaître en pleine santé. Mais les tentagriffes l'avaient définitivement avalé. Puis Narcissa se souvint ce qu'elle cherchait et se remit à scruter la clairière avec anxiété. Où pouvait bien être Daisy? Avait-elle subi le même sort tragique que le malheureux qu'elle venait de voir disparaître? « Là-bas !» dit Evan Rosier d'une voix rauque, en désignant l'arbre qui brûlait comme une immense torche. Narcissa plissa les yeux, et soudain elle vit une silhouette allongée à terre, immobile, au pied de l'arbre. Et en reconnaissant la cape orange et la chevelure cuivrée de son amie, Narcissa sentit son cœur se cogner violemment contre sa poitrine. « Daisy !» Elle s'élança aussitôt dans sa direction, suivie de près par Rosier. Elle se trouvait à mi-chemin quand il lui saisit l'épaule et la projeta violemment à terre. Alors qu'elle s'apprêtait à protester, elle s'aperçut qu'un aurore s'était interposé entre eux et Daisy et cacha soigneusement son visage dans l'herbe afin de ne pas être reconnue. Et pendant que Rosier combattait l'aurore, Narcissa se mit à ramper dans l'herbe dans la direction de Daisy. La progression n'était pas aisée, car elle devait s'arrêter souvent pour esquiver les sorts qui fusaient au-dessus de sa tête. Des explosions soulevaient des gerbes de terre autour d'elle, et des éclats de pierre lui frôlèrent le visage à de nombreuses reprises. Néanmoins, elle continua d'avancer. Elle passa à côté d'un cadavre calciné en gémissant de dégoût, puis d'une énorme coquille de crabe vidée de son contenu. Elle se brûla les mains et les bras, à cause des braises qui jonchaient le sol, à tel point que lorsqu'elle arriva près de Daisy, les manches de sa robe étaient entièrement réduites en lambeaux. « Daisy !» appela Narcissa. Mais son amie resta immobile. Narcissa se redressa et s'accroupit auprès d'elle, le souffle court. Daisy respirait, mais elle était inconsciente, et un filet de sang coulait le long de sa tempe. « Daisy !» l'appela encore Narcissa en la prenant dans ses bras. À nouveau, elle n'obtint pas de réponse. Autour d'elle, des déflagrations projetaient des jets de terre, et des tourbillons de fumée l'empêchaient de distinguer les silhouettes des aurores de celles des mange-morts. « Daisy va mourir, » pensa Narcissa. « Daisy va mourir à cause de moi. » Dans son esprit confus, ce qui se passait sous ses yeux se mélangeait avec tous les souvenirs qu'elles avaient partagés. Les silhouettes hurlantes qui s'entretuaient dans la clairière se mêlaient aux images de toutes les fêtes d'anniversaire qu'elles avaient célébrées ensemble sur la colline d'Émeraude. Il lui semblait apercevoir, à travers les branches de l'arbre enflammé qui se trouvait à côté d'elle, le ciel bleu et les haies parfaitement taillées qui avaient bercé son enfance. Quelque chose explosa tout près d'elle, mais peut-être était-ce un feu d'artifice. Nous sommes nés le même jour, et nous allons également mourir le même jour, pensa Narcissa, en fermant les yeux et en serrant Daisy contre elle. Je vais mourir ici, à cause d'Abraxas Malfoy, de Piscus Crabbe, de Rodolphus Lestrange. Je vais mourir, et je ne reverrai plus jamais Lucius, et nous n'aurons jamais d'enfants. Prise dans ce torrent de pensées affolées, elle ne vit pas tout de suite que Balor les avait aperçus. Il avait dû entendre sa voix au-dessus du tumulte, lorsqu'elle avait crié le nom de Daisy, et il s'approchait d'elle, en écrasant sur son passage les aurores qui essayaient de le maîtriser, les immenses tentes violettes et l'estrade qui avait servi au spectacle des petits pensionnaires. Narcissa ne le vit que lorsqu'elle sentit un souffle chaud balayer la fumée qui lui piquait les yeux. Alors seulement, elle leva la tête et croisa le regard vert et terrorisé de son dragon. « Alors » murmura-t-elle. Le dragon les entoura de ses immenses ailes, afin de les protéger contre les sortilèges et les explosions qui fusaient en tous sens, et approcha sa tête de Narcissa. Elle tendit le bras et le toucha entre ses deux naseaux d'où sortaient quelques étincelles. Aussitôt, la peur qui envahissait Narcissa se mêla à celle du dragon, tout aussi intense. Balor inclina sa tête et leur présenta son cou pour les inciter à grimper dessus. Dans un regain d'espoir et d'énergie, Narcissa passa ses bras autour de Daisy et essaya de la soulever du sol.
Allez, Daisy, partons !» Mais Daisy resta inanimée. Narcissa pointa sa baguette sur elle et essaya plusieurs sortilèges pour la réveiller, mais aucun ne fonctionna. « Daisy, j'ai besoin de ton aide !» gémit Narcissa. « Je t'en supplie, réveille-toi !» Un bruit assourdissant et une chute de pierres blanches lui signala qu'une explosion avait ravagé une partie du pensionnat Wimbley. Il fallait partir, et vite. Wingardium !» Sa voix était hachée, et sa main frigorifiée tremblait de façon incontrôlable. « Leviosa !» Daisy ne remua pas d'un pouce. Narcissa se souvint que le sortilège de lévitation ne fonctionnait que sur des objets ou sur des petits animaux, et changea de stratégie. « Allégio !» articula-t-elle avec difficulté. Daisy ne bougea pas, mais lorsque Narcissa la prit par les épaules pour la soulever, elle était devenue aussi légère qu'un ballon flotteur de chez Oniducks. Narcissa se leva donc et tenta de monter sur le dos de Balor tout en portant Daisy et en maintenant son capuchon enfoncé sur sa tête pour dissimuler son visage, ce qui était loin d'être facile. Elle se débarrassa de ses chaussures, s'agrippa au cou de Balor de sa seule main libre et escalada pieds nus l'encolure écaillée du dragon. Heureusement, Balor l'aidait en inclinant son cou de la bonne manière, en la soutenant avec la racine de son aile et en la protégeant des sortilèges qui risquaient de l'atteindre. Mais, comme lorsqu'elle le chevauchait dans les airs, Narcissa ressentait tout ce que le dragon ressentait, y compris les sortilèges qui pleuvaient sur son flanc, et les chaînes lancées par les aurores qui s'enlaçaient vainement autour de ses ailes dans l'espoir de maîtriser le dragon. Plusieurs fois, surprise par une vive douleur transmise par le dragon, Narcissa glissa en s'éraflant à nouveau les jambes et manqua de lâcher Daisy. Alors qu'elle était presque arrivée en haut de l'encolure du dragon et qu'il s'apprêtait à déployer ses ailes pour s'envoler, Narcissa sentit une douleur fulgurante lui transpercer la cuisse, bien plus importante que les précédentes. Elle baissa les yeux pour savoir ce qui venait de la blesser, s'attendant à voir sa jambe lacérée, mais sa cuisse était parfaitement intacte. En revanche, Balor poussa un rugissement si puissant que Narcissa lâcha prise. La douleur cessa immédiatement, et elle retomba lourdement sur le sol avec Daisy. Le souffle coupé par la chute, elle roula sur le côté et aperçut ce qui faisait si mal à son dragon. Un tentacule épineux s'était enroulé autour de sa patte arrière et l'attirait avec force vers la muraille de Tentagriff. Balor se retourna et cracha des flammes sur le tentacule qui lui enserrait la patte. Celui-ci prit feu, mais ne lâcha pas prise pour autant. Balor cracha d'autres flammes sur la muraille de Tentagriff, et celle-ci s'embrasa avec un effroyable couinement. Mais cet embrasement n'eut pas l'effet escompté, car les Tentagriffes devinrent enragés. Narcissa se dressa tant bien que mal sur ses jambes et essaya vainement de repousser les tentacules qui s'agrippaient à Balor. Mais à chaque fois qu'un de ses réductos en détruisait un, deux autres surgissaient de la muraille pour harponner son dragon. Et au fur et à mesure que Balor était attiré vers la muraille, d'autres tentagriffes s'enroulaient autour de lui, comme des serpents affamés. Un tentacule s'enroula autour de sa gueule et l'empêcha de cracher du feu. Balor résistait de toutes ses forces et s'arc-boutait sur le sol pour résister aux tentagriffes qui l'attiraient inexorablement vers la muraille. Mais ses efforts étaient vains. Un sang noir et épais coulait des entailles que les épines acérées laissaient sur leur passage, partout sur le corps du dragon. Son souffle devenait rauque et ses écailles disparaissaient progressivement, sous les entrelacs de bras épineux qui le ligotaient de plus en plus étroitement. Narcissa esquissa un mouvement vers lui, afin de trancher les tentagriffes. Mais en voyant cela, Balor poussa un couinement de protestation affolée, la suppliant de se tenir à distance. Et Narcissa resta debout, impuissante, ignorant le tumulte du combat qui faisait rage autour d'elle, jusqu'à ce que son dragon disparaisse totalement. Elle vit l'immense œil vert la regarder une dernière fois, et les tentagriffes l'engloutirent dans les profondeurs de la terre. Une fois que le dragon eut disparu, la muraille d'épines se remit en ordre et s'immobilisa, comme un géant repu. Alors que Narcissa essayait de retenir ses larmes et de calmer sa respiration affolée, quelque chose d'inattendu se produisit. À l'endroit où Balor avait disparu, une explosion formidable pulvérisa la muraille de Tentagriff sur plusieurs mètres. Narcissa fut projetée en arrière et atterrit à nouveau sur le dos, à côté de Daisy. Les oreilles sifflantes, Narcissa se souvint vaguement avoir lu dans le livre que Vera lui avait offert
qu'un cœur de dragon produisait une gigantesque explosion lorsqu'il s'arrêtait de battre. Mais elle se doutait bien que les Tentagriffes ne s'intéressaient guère à ce genre d'ouvrage. Étourdie, elle se redressa tant bien que mal et constata que l'explosion avait ouvert une brèche majeure dans la muraille de Tentagriff. Lorsqu'elle retrouva la possession de tous ses sens, Narcissa entendit une flopée de hurlements furieux, et effarée, elle vit plusieurs mange-morts hystériques s'engouffrer dans la brèche pour débouler dans la clairière enfumée du pensionnat Wimbley. Narcissa reconnut les silhouettes encapuchonnées de Rodolphus et Rabastan Lestrange, qui poussaient des rugissements sauvages et brandissaient des torches enflammées. À côté d'eux, un mange-mort particulièrement stupide du nom de Wilkes pointa sa baguette vers le ciel. Une étincelle verte en jaillit, fusa vers les nuages rendus orangés par les flammes qui dévoraient la clairière, et juste avant d'atteindre la voûte nuageuse, se dispersa en plusieurs étincelles qui formèrent progressivement la marque des ténèbres. Wilkes poussa un petit rire aigu avant d'être frappé par une énorme boule blanche qui le propulsa au loin. Narcissa fit volte-face. Quelques aurores initialement dispersées avaient reformé leurs rangs et se tenaient prêts à affronter la vague de mange-morts qui déferlait sur eux. Ils étaient rassemblés derrière un jeune homme blond au corps massif que Narcissa avait déjà vu plusieurs fois en couverture du Major Mago. À leur côté, Dumbledore défendait à lui seul une part importante de la façade du pensionnat. Il était assailli par une demi-douzaine de mange-morts féroces, mais la puissance magique qui émanait du vieil homme offrait un spectacle encore plus effrayant que ses adversaires. Sous ses pieds, le sol semblait onduler, repoussant les mange-morts vers les tentagriffes qui se jetaient sur eux. Des éclairs aveuglants jaillissaient de sa baguette, frappant ses cibles avec une précision implacable, et les sortilèges lancés par les mange-morts ricochaient devant lui sans l'atteindre, comme contre un mur de glace. Malheureusement, Narcissa n'eut pas le loisir de s'attarder sur ce spectacle. Elle et Daisy se trouvaient précisément entre les deux camps, ce qui était loin d'être la position idéale. Les aurores et les mange-morts ne tardèrent pas à se bombarder mutuellement de sortilèges, tous plus agressifs les uns que les autres. Prise entre deux feux, le souffle court, Narcissa serra Daisy contre elle et essaya de s'interposer entre son amie et les sorts qui fusaient de toutes parts. Des projections les frôlaient toutes les deux, et Narcissa devait se plaquer sur le sol pour ne pas être réduite en poussière. Non loin d'elle se trouvait un des rares arbres encore sur pied, aux branches et aux feuilles semblables à du métal rouillé. Y voyant leur seule chance de survie, Narcissa tira Daisy vers elle et, rampant à nouveau, se rapprocha de l'arbre en espérant s'abriter derrière le tronc massif. Alors qu'elle venait de s'érafler le coude sur une racine de l'arbre, au-dessus de sa tête, elle entendit quelqu'un crier « Bombarda !» Il y eut une détonation, et un éclair rouge frappa de plein fouet l'arbre qui se dressait au-dessus de Narcissa. Elle regarda vers la cime de l'arbre, tétanisée, et pendant quelques secondes, rien ne bougea. Puis le feuillage frissonna, et avec un grincement sinistre, l'arbre s'inclina vers elle, d'abord doucement, puis de plus en plus vite. Narcissa poussa un juron qu'elle pensait banni de sa mémoire depuis bien longtemps, et voulut éloigner Daisy de l'arbre, mais elle comprit rapidement qu'elle n'allait pas assez vite. Et de plus, elles étaient de nouveau exposées aux tirs des mange-morts. D'ailleurs, certains pointaient déjà leurs baguettes dans leur direction, sans les voir. Alors que Narcissa se demandait s'il était préférable de mourir écrasée sous un arbre ou pulvérisée par un sortilège d'explosion, elle entendit un vrombissement, puis une voix agréablement familière. « Si, Daisy, Protego !» La moto rose de Vera atterrit à côté d'elle avec fracas, et deux étincelles rouges ricochèrent sur la carrosserie. En un éclair, Vera descendit de sa moto et attrapa fermement le bras de Narcissa et celui de Daisy. Narcissa eut l'horrible impression d'être comprimée dans un tuyau de métal. Puis sous ses mains, la surface rugueuse de l'herbe givrée fut remplacée par quelque chose de lisse, de doux et surtout de familier. Vera lui tenait toujours le bras, et Narcissa comprit que sa marraine venait de les faire transplaner. L'atmosphère autour d'elle était à nouveau respirable, agréablement parfumée. Quand les yeux de Narcissa furent habitués à la pénombre, elle réalisa qu'elle se trouvait chez elle, assise sur le perron de marbre qui marquait l'entrée de son manoir, qui ne lui avait jamais paru aussi beau.